Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans ce nouveau Branché TV, cette nouvelle émission ce soir consacrée à la gestion du risque allergique. Un thème qui a rassemblé déjà plus de 60 personnes puisque bien avant la connexion, vous étiez déjà 60. Donc merci d'être là et vous serez en très bonne compagnie ce soir puisque nous avons une femme, c'est assez rare pour le souligner. À ma gauche, le docteur Valérie Dumaine, qui est donc chirurgien orthopédiste à l'hôpital Cochin, également à la clinique Arago. Bonsoir, docteur Dumaine. Bonsoir à tous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Nous sommes en compagnie du professeur Michel Mertès, qui vient de Strasbourg et qui est le grand spécialiste du risque allergique. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci. Et comme d'habitude, le docteur Patrick Georges-Yavordios, qui est avec nous ce soir. Bonsoir Patrick Georges. Bonsoir Alexia. Et qui s'occupera, comme d'habitude, de la modération des questions. Il y a déjà des questions d'ailleurs sur le chat. Alors n'hésitez pas, allez-y, balancez vos questions, vos réactions, vos remarques. Je pense que c'est un thème qui fera réagir aussi bien côté anesthésie que côté chirurgie. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a décidé d'avoir le binôme du bloc opératoire pour pouvoir aborder ce thème du risque allergique. Alors justement, je démarre avec une petite question avant qu'on démarre officiellement. Professeur Mertès, Michel, ce soir en gros, pourquoi ce thème? Qu'est-ce qu'on va aborder? Déjà, on va essayer de démystifier un peu le problème. C'est un problème qui est rare, donc il faut lui donner sa juste proportion. C'est aussi un problème qui est important parce que ça engage le pronostic vital. Donc il faut savoir reconnaître ces réactions, bien les traiter, et puis il faut aussi identifier les produits qui sont en cause pour éviter de réexposer les patients. Donc on a pas mal de choses à se dire, je pense, qui, je l'espère, vous intéresseront ce soir. Valérie, un mot aussi côté chirurgien, parler de ce thème, finalement, ça vous concerne, c'est un peu la grande peur aussi du chirurgien, le choc anaphylactique, tout ça, on en a déjà parlé. C'est des idées effrayantes qu'on nous a inculquées à la faculté. Effectivement, on prend un patient pour, surtout quand on fait de la chirurgie orthopédique, l'opérer une chirurgie qui n'est pas vitale, c'est un geste fonctionnel, il fait un choc anaphylactique, c'est quelque chose d'épouvantable. Donc, c'est quelque chose qui nous fait très peur et on a en plus affaire à des patients qui sont de plus en plus allergiques, qui viennent nous consulter avec des listes d'allergènes. Donc, je pense que c'est indispensable d'être capable de bien appréhender ce problème pour pouvoir rassurer le patient et puis nous aussi être rassurés et bien le traiter, bien le prendre en charge. Merci, on va démarrer et je vous rappelle comme toujours que bien sûr vous pouvez poser vos questions à tout moment dans le chat. Il y aura des quiz pour un peu rythmer cette présentation très intéressante et fournie en data pour vous tester aussi sur vos connaissances. Je vous laisse la parole, Michel, allez-y. Bien, donc merci Alexia. Donc aujourd'hui j'ai choisi de vous proposer quelques situations particulières qui intéresse aussi bien le chirurgien que l'anesthésiste réanimateur. Et on va commencer tout de suite. Évidemment, j'ai des conflits d'intérêts sur le sujet. Et en particulier, j'anime un groupe qui s'appelle le GERAP, qui collectionne tous les cas d'allergie périopératoire et qui travaille grâce à vous, puisque vous envoyez dans nos centres vos patients qui ont eu un accident. Et je vous en remercie vraiment, parce que beaucoup de choses qu'on va se dire aujourd'hui sont rendues possibles. Ces analyses sont réalisées grâce à cette collection de cas cliniques qu'on a grâce à vous. Donc merci de nous les référer. Alors tout de suite, pour vous situer un petit peu l'ampleur du problème, alors vous le regarderez soit comme fréquent, soit comme rare, mais vous avez devant vous les dernières données du GERAP, qui n'ont pas encore été publiées, donc vous en avez la primeur aujourd'hui. Et vous voyez que sur la période 2017-2018, donc c'est la 11e enquête qu'on publie, on a eu 716 chocs au bloc opératoire, des chocs sévères bien sûr, essentiellement des femmes, pour 60%. Et vous voyez qu'une bonne partie survient à l'induction de l'anesthésie, c'est à peu près 78%. Mais il y a des cas donc qui surviennent au décours ou à la fin de l'anesthésie. Il faut rester vigilant. Dans un cas sur deux, le mécanisme, c'est ce que vous appelez habituellement l'allergie parce qu'il y a des anticorps de classe IgE. Et vous voyez sur le petit graphique que les réactions qui mettent en jeu des anticorps, donc classiquement ce qu'on appelle l'allergie,
pour le commun des mortels, sont relativement sévères, à une grosse majorité de réactions de grade 3, qui sont donc des réactions qui menacent le pronostic vital, et malheureusement des réactions de grade 4, avec un décès lié à une inefficacité des traitements, et en particulier de l'adrénaline, dans à peu près 4% des cas, entre 4 et 5% au bloc opératoire. Donc quelque chose qui est rare, mais qui peut être sévère, donc il faut reconnaître ces réactions et les traiter rapidement. Le palmarès, eh bien, les curares arrivent toujours en tête, et vous voyez donc qu'on a toujours notre trio gagnant, suxamétonium, qui sont des réactions allergiques, rocuronium, et la fréquence est à peu près jeu égal. Il y a plus de chocs avec le suxamétonium, mais la part de marché est plus importante. L'atracurium, ce sont des réactions différentes, moins fréquemment allergiques, plutôt des histaminolibérations directes. Les antibiotiques continuent leur augmentation. Ils sont maintenant la deuxième cause de choc. Et vous voyez qu'il y a un antibiotique tout à fait particulier qu'on n'attendait pas. C'est la céfazoline, donc une céphalosporine, qui fait la course en tête pour les chocs aux antibiotiques, alors qu'habituellement, on se serait attendu plutôt à des pénicillines. Mais on aura l'occasion peut-être d'en parler si vous avez des questions. Et vous voyez une catégorie très particulière, les colorants. Eh bien, les colorants sont maintenant en 3e position. Alors, fort heureusement, ça concerne surtout de la cancérologie avec du repérage de ganglions sentinelles et du bleu patenté. Donc, une population très particulière, mais comme il y a peu de patients exposés, ça veut dire qu'il y a une fréquence qui est relativement importante. Donc, voilà la vision de la situation récente dans les blocs opératoires en France. Alors, tout de suite, le vif du sujet. Le diagnostic n'est pas toujours celui que l'on croit. Et donc, un premier cas clinique, vous avez un homme âgé de 40 ans, trisomique, porteur d'aspina bifida et d'un rétrécissement aortique moyennement serré. C'est une association fréquente. Il est pris en charge en urgence pour un abcès dentaire avec un trismus douloureux, mais que vous jugez partiellement réductible. L'intervention va être réalisée sous anesthésie générale pour des raisons pratiques de compliance. Vous décidez de faire une séquence rapide avec de la succinylcholine. Vous administrez aussi des antibiotiques à la demande du chirurgien dentaire et celui-ci va mettre en place un écarteur buccal. Vous voyez une petite augmentation de vos pressions d'insufflation sur votre ventilateur. Vous demandez à l'opérateur de vérifier le positionnement de l'écarteur. Vous décidez aussi d'approfondir l'anesthésie parce que vous dites peut-être que j'ai une anesthésie un petit peu trop légère. Le TCO2 baisse à 30. Il y a une hypotension marquée qui s'installe, 80-65 mm de mercure, une tachycardie et une petite désaturation. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes... Pardon, allez-y. Excusez-moi, je vais lancer tout de suite le premier quiz. Voilà. Donc, il y a plusieurs réponses possibles. Est-ce que vous administrez de l'éphédrine 3 mg? Est-ce que vous augmentez la FiO2 à 1? Est-ce que vous débutez un remplissage par cristalloïde? Est-ce que vous interrompez l'administration de l'antibiotique parce que vous le suspectez? Est-ce que vous demandez à l'opérateur de changer de gants? Le sondage est lancé. C'est parti. Il y a des questions, mais elles concernent les antibiotiques. Donc, quand on en arrivera aux antibiotiques, je te les poserai à ce moment-là. Oui, d'accord, pas de problème. Et puis une autre pour le choc anaphylactique. Entendu. On fera ça quand on en sera à ce niveau-là, je te les poserai. D'accord. Au moment ça vote doucement. Là, on est à 15 personnes qui ont voté, en sachant qu'il y a 94 participants. On va laisser une petite minute quand même pour laisser... Là, on est à 35 personnes. Donc, on voit bien là qu'on est déjà dans une situation assez classique. Hein, c'est induction séquence rapide, il n'y a pas de piège. L'antibiotique, c'est un classique pour de la chirurgie dentaire. Les médicaments sont tout à fait habituels. Vous avez une bonne vision de ce que c'est. Il y avait des bonnes raisons pour choisir ça. Et ça ne se passe pas aussi bien qu'on l'espérait. Donc, évidemment, là, il faut faire des choix sur ce qu'on va faire. Et donc, on va peut-être... Alors là, je peux montrer les réponses correctes, parce qu'on est à 40 personnes et il y a d'autres quiz. Donc moi, je les montre directement. Effectivement, c'était les 4 dernières questions, toutes les bonnes réponses. Et il y a 82% qui ont choisi vous interrompez l'administration de l'antibiotique, plus de 65% les 2 précédentes, et 37% vous demandez à l'opérateur de changer de gants.
Bien, donc les réponses, elles sont tout à fait excellentes, hein. Je dirais, bien sûr, mettre en oxygène pur, je dirais que ça ne mange pas de pain, hein, on se donne un petit peu de marge. Débuter un remplissage, ben oui, il y a une hypotension avec une tachycardie, donc c'est un bon choix et on choisit des cristalloïdes parce que ça n'est pas allergisant, donc c'est plutôt bien, je trouve. Interrompre l'administration de l'antibiotique, ben, c'est une des causes possibles, donc c'est parfaitement logique, il faut y penser. Quand on est face un peu sous pression, on peut oublier qu'on a branché ce produit. Il faut s'en débarrasser pour éviter un allergène potentiel. Demander à l'opérateur de changer de gant, ben, je crois que là aussi, c'est la bonne idée parce qu'en fait, on a raté quelque chose ici, hein. On a raté le fait que c'était un spina bifida et on n'est pas en latex free. Il faut passer en latex free. Donc, eh bien oui... Ça nous permet de lancer un petit peu le sujet latex, hein, qui concerne bien sûr nos collègues chirurgiens. Je pense qu'ils aiment plutôt avoir des gants en latex que des gants sans latex. Ouais, c'est plus confortable. Ils aimaient peut-être un petit peu la poudre avant, plus facile à mettre, mais c'est un grand gain de ne plus avoir de poudre. Et donc, on va vous poser quelques questions autour du latex, qui était le produit en cause dans ce cas particulier, mais ça aurait pu être l'antibiotique, bien sûr. Alors, à votre avis, l'allergie au latex, est-ce qu'elle augmente? Est-ce qu'elle peut croiser avec certains aliments? Autrement dit, est-ce que vous devez vous méfier, hein, quand il y a des allergies alimentaires? Est-ce qu'un environnement sur latex va empêcher l'apparition d'une sensibilisation chez l'enfant? Est-ce que c'est une vraie question? Dans une salle d'opération avec une ventilation ISO 7, c'est-à-dire à un débit standard, est-ce qu'on peut programmer un patient allergique au latex en première position? En urgence, est-ce qu'on peut programmer un patient allergique au latex dans une salle à ventilation ISO 5, donc haut débit? Et là, il y a des petites subtilités, un petit piège. Donc, on va voir comment vous répondez. Le quiz est lancé en tout cas. Et là, ça commence à voter doucement. Donc, si peut-être, est-ce qu'il y a des questions auxquelles on peut répondre, Patrick Georges, ou pas? On attendra les antibiotiques, mais peut-être qu'on peut répondre à la première. Si on débute une réa lors d'un choc anaphylactique par de la noradré, car déjà prête, faut-il continuer ou passer à l'adré immédiatement? Alors, c'est une très bonne question. La réponse n'est pas évidente, puisque pour l'instant, le traitement de l'anaphylaxie, franchement, ça repose sur des avis d'experts et sur des données de laboratoire. Donc, on choisit l'adrénaline habituellement parce que ça limite le risque de vasoconstriction coronaire associé à la noradrénaline, qui a un risque mineur mais réel. Et l'adrénaline a la réputation de diminuer la libération de l'histamine par les basophiles. Donc, ça vous explique le choix initial de l'adrénaline. Je pense que c'est raisonnable de mettre de l'adrénaline. Ensuite, ça ne veut pas dire que la noradrénaline n'a aucun intérêt. Et en particulier, si vous mettez, vous avez fait 3 ou 4 injections d'adrénaline, vous mettez une seringue électrique plutôt que de multiplier les injections. Et si vous avez vraiment du mal à vaincre l'hypotension, dans nos recommandations, à un moment donné, on essaie la noradrénaline. Mais ça n'est pas notre premier choix. Enfin bon, si elle est prête et que vous avez une hypotension, j'imagine que vous vous référez à la babine-noradrénaline, qui est utilisée de manière un peu populaire pour lutter contre les hypotensions tout venant. C'est un très bon choix. Ce n'est pas le choix prioritaire si c'est d'origine allergique. Mais souvent, effectivement, c'est prêt sur le plateau, donc pourquoi pas. Mais assez vite, il faut quand même tenter l'adrénaline. En tous les cas, pour l'instant, c'est le traitement qui est recommandé. Alors Michel, je vous propose d'afficher les réponses correctes. Voilà, donc la 2, la 3 et la 5. Et c'est une majorité qui a répondu la 2. 30% la 3, 59% la 5, 86% la 4 et 51% la 1. Alors, dans une salle, il y a une petite subtilité. Je sais que la question est un peu méchante. Est-ce qu'on peut programmer en première position? Non, on doit programmer en première position. Ce n'est pas une possibilité, c'est une obligation. Et on va y revenir un petit peu plus avant parce que je vais vous montrer les résultats d'une étude spécifique qu'on a faite. Alors, cette dia, simplement pour vous montrer qu'il y a beaucoup d'allergènes qui entrent dans la composition du latex. Le latex, on n'est pas allergique au latex. On est allergique à l'un des constituants du latex et on le retrouve dans beaucoup de fruits. Et donc, vous voyez que dans 20 à 60% des cas, vous avez un croisement entre l'allergie à la banane, au kiwi, à l'avocat, à la châtaigne ou à la papaye. Donc, quand vous avez quelqu'un qui vous dit « je suis allergique à ces aliments-là »,
il faut se méfier du latex. Soit vous pouvez faire tester et vous avez la réponse, soit vous ne pouvez pas faire tester. À ce moment-là, mettez-vous en latex free. Ne jouez pas à la roulette russe, entre guillemets, c'est trop dangereux. Enfin, quoique la Russie ne soit pas très populaire en ce moment. De temps en temps, vous avez par contre des gens qui vont vous dire « je ne supporte pas les gants » et ils ne sont pas nécessairement allergiques au latex. Donc vous avez là la liste de tous les agents de vulcanisation qui sont des irritants. Oui. Donc si vous avez un doute, là encore, on peut assez facilement trancher et vous dire est-ce que c'est une allergie au latex ou une allergie à un irritant. Par exemple, je vais prendre un gant MAPA, je vais le mettre sur la main droite, un gant chirurgical sur la main gauche, et je vais vous dire, tiens, celui qui a des agents de vulcanisation de mauvaise qualité donne une réaction irritative. Ce que je peux faire aussi, c'est un gant de vinyle, un gant de latex, et puis je vous dis, il y en a un qui donne une réaction cutanée, pas l'autre. Généralement, si c'est le latex, eh bien, c'est fini, je sais que c'est une allergie au latex. Il y a des tests cutanés, enfin, on peut répondre à vos questions. Et il n'y a pas de raison de se mettre en latex free, il faut juste prendre des latex de bonne qualité. Et là, dans le cas clinique qui nous a intéressés, il y a le spina bifida. Alors c'est un vrai cas, ça arrivait chez moi, hein, donc vous voyez, même à Strasbourg, dans un service qui est censé s'intéresser un peu au problème, les gens font beaucoup d'efforts pour me donner de quoi avoir des consultations chargées. Donc on a perdu de vue, parce que les spina bifida, ça devient rare, on a perdu de vue que c'est une indication formelle à se mettre en latex free, parce que les enfants qui ont été porteurs d'un spina bifida vont très souvent se sensibiliser au latex. Et donc là, il est âgé, mais on a maintenant des spina bifida qui ont vécu très longtemps. Et on est passé à côté. On n'aurait jamais dû avoir ce choc, parce qu'on aurait dû se mettre en latex free d'emblée. Et donc c'était la très bonne réponse, c'était de penser, outre à l'antibiotique, outre à remplir, de penser à passer en latex free, de se dire bon sang... c'est un risque et il faut le faire. Valérie, on parlait tout à l'heure des allergies alimentaires. Vous en avez de plus en plus, oui. vous, en consultation. C'est ce qu'on disait en préparant ce live. Les patients qui consultent, si on vous leur posait la question de l'allergie, est-ce que vous avez une allergie, en attendant plutôt une réponse vis-à-vis des médicaments, très souvent, il y a une liste d'allergènes alimentaires assez considérable. Enfin, le kiwi, c'est fréquent qu'on le retrouve, la banane, et puis les cacahuètes ou ce genre de choses, les arachides, mais il y a quand même beaucoup dans le sentiment que ça augmente la fréquence de ces allergies alimentaires. Oui, ça augmente beaucoup, et donc vous avez des petits scores de risque, et on voit qu'il y a quelques aliments, là, il faut vraiment faire tilt, et il faut se dire, bon, est-ce que vous avez été testé? Et très souvent, ces gens, s'ils se connaissent comme allergiques, et que l'allergologue a fait son travail, il a testé le latex et ils vous répondent oui, je suis allergique au latex aussi ou non. Mais si ça n'a pas été fait, c'est prudent de vérifier. Je pense que c'est une information très importante, oui. Parce que la chirurgie en cabinet est en train de se développer. Il y a une vraie volonté de la part de certains spécialistes de le faire. Et ils ne voient pas l'anesthésiste, ces patients en consultation préopératoire. Et donc c'est au chirurgien lui-même de dépister ce genre de situation. Et je pense que ça, c'est des informations qui sont fondamentales à connaître. Je ne sais pas si on a beaucoup de chirurgiens parmi nous ce soir, mais des choses à retenir. Nos amis dentistes connaissent bien le problème. Parce que ils font de la chirurgie seule au cabinet sans anesthésiste. Exactement. Oui. Et vous voyez donc sur les enquêtes successives du GERAP, en rouge, je vous ai montré que l'allergie au latex baisse très très vite. On n'a plus que 5% à peu près de cas d'allergie au latex. Pourquoi? Parce que vous dépistez bien. Les techniques de prévention secondaire se mettent en latex free sont très efficaces. Et aussi, tout ce qu'on fait pour éviter la sensibilisation, pas de poudre dans les gants, des hôpitaux d'enfants latex-free d'emblée, etc., chez les enfants multi-opérés, font que maintenant le nombre de gens qui se sensibilisent, de nouveau sensibilisés au latex, est très faible. Et on a surtout le problème de ceux qui se sont sensibilisés dans les années 80, au moment où on a utilisé beaucoup de gants au latex de mauvaise qualité, parce qu'il a fallu, avec l'épidémie du sida, produire de grandes quantités de latex qui étaient moins bien raffinées. Donc voilà, ce que vous faites au quotidien est efficace, donc il ne faut pas lâcher prise, c'est vraiment essentiel. Et puis, ce travail qu'on a publié récemment dans le BJA, qui regarde ce qui se passe dans nos salles d'opération, puisque nos ingénieurs nous disaient, avec les salles modernes, il n'y a plus de problème, vous n'êtes pas obligé de mettre vos malades en première position. Vous voyez, sur la courbe en bleu, c'est une salle isocène, donc un niveau de renouvellement d'air qui est moyen, donc des salles assez conventionnelles.
Et vous voyez qu'il y a du latex qui s'accumule au cours de la journée. Et donc, il faut rester en première position obligatoirement. Et vous voyez qu'en revanche, dans les salles en ISO 5, on a du latex qui reste stable dans la journée avec un niveau relativement faible, peut-être même en dessous du seuil de détection. Et là, c'est quand même le bon choix si vous êtes en urgence. Vous ne pouvez pas mettre en première position, il est 3 heures de l'après-midi, qu'est-ce que je fais ? Si vous avez une salle ISO 5 à haut niveau de renouvellement, choisissez d'opérer le malade dans cette salle-là parce que le risque est bien réduit. Et sinon, si vous êtes dans une salle standard et que c'est un malade programmé, on vous conseille de rester quand même en première position. Ça nous paraît plus prudent. Cela impose quand même de bien savoir dans quelle structure on opère et je ne suis pas certaine que tout le monde sache quel est le niveau de ventilation de la salle dans laquelle il travaille. Alors, votre biomédical le sait. Voilà, mais la nuit, je ne suis pas certaine qu'il soit joignable. Donc chez moi, pour être clair, les salles de chirurgie cardiaque sont à haut renouvellement. Oui. Les salles d'orthopédie où on fait de la prothèse sont à haut renouvellement. Voilà. Donc nous, c'est là qu'on va, on ne se pose pas de questions. Je pense que c'est un bon repère. La salle d'orthopédie où on fait de la prothèse et la salle de chirurgie cardiaque, généralement, elles sont ISO 5. Voilà, et je pense que c'est une bonne façon de faire si on a un petit doute, quoi. Il y a une question, là. Déjà une question, il y a un problème technique. Donc pour ceux qui ne reçoivent pas, donc il faut se mettre sur la source 2, c'est que la source 1 doit saturer, donc passer à la source 2. Et puis il y a une question, comment savoir le niveau ISO, quoi ? Oui, alors donc vous avez votre ingénieur biomédical qui le sait. Et puis sinon, il y a des salles qui sont typiques. Donc c'est ce qu'on venait de dire, là, c'est la salle d'orthopédie où on fait de la prothèse, c'est toujours des ISO de bonne qualité. Et la chirurgie cardiaque, tout ce qui est prothétique, généralement, vous pouvez y aller. Mais c'était vraiment une surprise parce que nous, on était convaincus qu'il n'y aurait pas, avec les salles modernes, qu'il n'y aurait plus de latex en suspension. Et la mauvaise surprise, c'est qu'il y en a toujours un petit peu. Et on sait pourquoi, c'est parce que c'est des particules très collantes qui sont au sol. Et en fait, quand vous rentrez dans la salle, vous les remettez en suspension. Voilà. Et si le malade est programmé l'après-midi, voilà, tu as répondu. Hein. Oui, pour moi, si on fait du programmé, on se met au début de la journée, du programme opératoire. Et puis si on est pris par une urgence, on n'a pas le choix. Et là, je pense que la meilleure solution, on ne peut pas attendre, c'est de choisir la meilleure salle possible. Là, j'espère avoir répondu. On va poursuivre. Il y a d'autres questions, mais on les fera. Il y en a d'autres, Patrick Georges ? Non, mais il y a quand même beaucoup de problèmes de connexion. Je ne sais pas, en train de régler je ça, sais pas dans quelle Lauriette, mesure on ne devrait pas ralentir un peu et poser par exemple les 2 premières questions d'antibiotiques pour laisser allons-y, oui, bonne idée. Quelques instants le temps de régler la problématique. Il y a pas de ils sont en train de régler ça en régie. C'est bon, Gilles nous dit à l'oreillette. Tout va bien. Donc il y a deux questions sur les antibiotiques, elles seront traitées. Antécédent d'urticaire avec un antibiotique jamais exploré. Oui. Peut-on utiliser cet antibiotique ? Alors, c'est une bonne question. Ça dépend ce que vous voulez faire. Déjà, si vous êtes en antibioprophylaxie, il y a 2 possibilités. De quel antibiotique on parle ? Est-ce que c'est cet antibiotique-là qu'il vous faut ? Est-ce que c'est l'antibiotique idéal ? Est-ce que vous avez une idée de la sévérité de la réaction ? Si la réaction a été sévère, on ne joue pas. Et moi, à titre personnel, si on n'a pas exploré, je ne joue pas. Quand je suis en thérapeutique, c'est différent. C'est-à-dire que si je pense que l'antibiotique est important, c'est plus de la prophylaxie, là, c'est du curatif, que la réaction n'était pas sévère, là, on va discuter et on va faire des choix. Et peut-être que dans certains cas, je vais dire, je prends le risque. Mais bloc opératoire, antibioprophylaxie standard, pourquoi chercher les ennuis ? Peut-être que dans 1 an ou 2, je vous dirai quelque chose de différent parce que nous avons un groupe de travail, un programme de recherche à la demande de la Haute Autorité de Santé avec les allergologues, etc., pour essayer de définir des scores qui nous permettent de savoir. Pourquoi on fait ça ? On aura l'occasion d'en parler parce qu'évidemment, il faut toujours apporter la molécule idéale. Et il y a trop de gens qui ont été étiquetés à tort comme allergiques, mais on a un cas clinique là-dessus qui nous permettra peut-être d'y revenir. Donc, je te pose la 2e question avant de revenir au 1. C'est allergie croisée C1G pénicilline, seulement 15%. C'était après ce que tu as projeté au début, je pense. Est-ce raisonnable d'utiliser la céfazoline pour les allergiques à la pénicilline ?
Tu as des réponses après. Alors, je vais vous montrer quelque chose de particulier. La céphazoline, ça pose beaucoup de problèmes, donc on va en reparler. C'est une céphalosporine qui ne ressemble pas aux autres. Donc, nous avions beaucoup d'accidents croisés entre les aminopénicillines et le céfamandol, qui étaient très utilisés en antibioprophylaxie. Donc, les infectiologues ont pensé que c'était habile de passer à la céphazoline, qui n'a pas les mêmes chaînes latérales, donc qui ne pose pas le même problème. Mauvaise pioche. Mauvaise pioche parce que la céphazoline est un grand pourvoyeur d'allergies, mais nous ne savons pas comment on se sensibilise à la céphazoline. Cet antibiotique, c'est une monosensibilisation. Donc, si vous êtes allergique à la céphazoline, très souvent, on va pouvoir utiliser les autres bêta-lactamines. Et on n'a pas la moindre idée aujourd'hui de pourquoi. Mais c'est la céphazoline qui donne le plus de chocs anaphylactiques en France aujourd'hui quand il s'agit des antibiotiques. Donc on tourne autour de ce problème et on va sûrement dans les prochaines recommandations essayer de pousser pour choisir encore d'autres molécules pour essayer de réduire le risque. Nos confrères anglais, par exemple, n'ont pas de choc à la céphazoline, mais parce qu'ils ne l'utilisent pas. Donc ils voulaient introduire la céphazoline en antibioprophylaxie. On leur a dit que ce n'était peut-être pas la meilleure idée du siècle. Voilà. Mais c'est un antibiotique fascinant et on travaille beaucoup dessus parce que pour nous, chaque fois qu'il y a des anomalies dans ce qu'on sait de l'allergie, c'est une occasion d'apprendre. Donc on se revoit dans 1 ou 2 ans, si vous voulez bien, pour répondre à la question. Est-ce que j'avance? Oui, on avance. De toute façon, c'est enregistré, donc si jamais il y avait des problèmes, le replay il sera disponible demain. Tout va bien. Alors, un petit clin d'œil à nos collègues orthopédistes et qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, vous avez une patiente de 70 ans, reprise de prothèse de hanche pour une fracture diaphysaire 3 ans après l'implantation. Ça paraît un peu bizarre, ok. Elle est hypertendue, elle a une cataracte bilatérale opérée, une cholécystectomie opérée, et elle vous raconte qu'elle a une urticaire chronique depuis qu'on lui a mis sa prothèse, qu'elle prend des antihistaminiques, et qu'elle est toujours aussi malade. Elle est allergique au pollen, au nickel et aux fruits de mer. Tableau allergique un peu complexe. Je lance le quiz tout de suite. Oui, qu'est-ce que vous faites? Bon, c'est une classique, 20%. On est sur une classique, Michel. Ouais, voilà, c'est du classique. Et là, on tire vraiment dans les coins, et c'est vraiment pour faire plaisir à nos collègues orthopédistes, pour leur dire, cessez de nous embêter avec vos histoires. Est-ce que vous demandez une éviction de la bétadine parce qu'elle est allergique aux fruits de mer? Est-ce que vous demandez un environnement latex-free parce qu'elle est allergique à plein de choses? Est-ce que vous allez donner des antihistaminiques parce qu'elle a l'habitude d'en manger et d'habitude vous n'en donnez pas, mais là, est-ce que vous allez en mettre? Est-ce que vous appelez un ami dermatologue? Histoire de lancer une petite discussion avec votre collègue chirurgien parce que vous tiquez un peu, vous dites tiens, il y a un truc. Je vous aide. Je suis quand même pas obligée de répondre là. Si. Bientôt, Valérie. Là, on a 20 personnes qui votent. On laisse une petite minute et après, de toute façon, on commente les réponses. Donc, Alors moi, je m'occupe un petit peu du programme pédagogique de l'école d'IAD et j'ai entendu des cadres qui faisaient un cours sur l'hygiène au bloc opératoire et j'en ai entendu une qui disait allergie à l'iode, pas de produits de contraste iodé, pas de bétadine, fruits de mer, même combat, poissons, même combat, etc. Voilà. Est-ce que ça vous émeut? Ou est-ce que vous dites, elle a bien raison, de toute façon, inutile de manger des fruits de mer? Là, ça a mis 14%, le reste, on peut montrer les bonnes réponses. Oui. 17% maintenant disent qu'il faut enlever 16%, pardon, la bétadine. Alors, allez hop, les bonnes réponses, c'était mettez un antihistaminique parce qu'elle en prend et elle en a besoin parce qu'elle a une urticaire chronique. Et comme vous allez la chahuter avec pas mal de médicaments, ce n'est pas la peine de majorer un petit peu sa poussée d'urticaire. Elle vous remerciera, ça va être un petit peu efficace. Et puis en plus, elle va être ultra stressée si vous lui enlevez son antihistaminique. Et là, elle va arriver avec 180 de fréquence cardiaque. Donc non, on lui donne. Et à mon avis, on double la dose. Ça ne peut pas faire de mal. Et je demande un avis dermatologique. Pourquoi? Eh bien, on va essayer d'y répondre. Fruits de mer, l'IBOD refuse d'utiliser la bétadine.
je vous rassure, il n'y a pas d'huîtres, il n'y a pas de crevettes, il n'y a rien de tel dans la bétadine. Donc, normalement, si vous avez une bétadine de bonne qualité, Oui. vous n'avez pas de problème. En revanche, les ions métalliques, c'est ça où je voulais amener un petit peu la discussion, parce que c'est rare, ultra difficile, et je pense que là, il y a une question à se poser. Donc, un petit quiz sur les ions métalliques. Allez, hop, c'est parti. À votre avis, est-ce que la sensibilisation au nickel, est-ce que c'est fréquent? 20% de la population. Est-ce que la sensibilisation au chrome ou au cobalt est fréquente? Je vous propose 2%. Est-ce qu'une allergie au nickel est toujours une allergie de type retardé? Est-ce qu'un pacemaker peut être responsable d'une allergie chronique? Est-ce qu'une douleur dentaire peut être liée à une allergie à un implant? Bon, Donc là, il y a des gens qui peuvent répondre. Tous ceux qui ont offert à leur dulcinée des bijoux en toc connaissent la réponse. Tous ceux qui ont été généreux sont en difficulté pour répondre à ce quiz. Pendant ce temps-là, tu peux répondre, la différence d'anaphylaxie entre régions ou pays peut-elle être liée à la flore intestinale? Alors le microbiote, la réponse c'est oui. Mais là, je vous emmènerai, alors c'est 1 heure de biologie moléculaire, mais moi je travaille dans une start-up de biologie qui travaille sur ça pour vous faire passionnant, on le fait de après. la vaccination. Voilà, ça va nous emmener un petit peu loin et je suis épaté par la question parce que ça veut dire que l'idée que le microbiote joue un rôle dans notre système immunitaire commence à faire son chemin et je pense qu'on voit les vaccinations fécales, etc. Donc je pense que c'est pour ça que les gens commencent à poser ces questions. Mais je trouve tout à fait remarquable d'avoir percuté qu'il y avait un lien entre microbiote et allergie. Il y en a un pour l'atopie. Pour l'asthme, c'est pour l'instant un tout petit peu moins bien établi, mais c'est une question de temps. Effectivement, le lien existe. Mais entre savoir qu'il y a un lien et être capable de le manipuler, il y a une grande distance, quoi. Donc, vous me laissez encore 1 ou 2 années, puis on refait le point. On refait le point, si vous voulez bien. Il va y en avoir des points à faire dans 2 ans. Hein. On va peut-être montrer. Moi, j'essaie de me placer parce que vous êtes tellement, c'est tellement agréable d'être ici là. Merci Michel, mais nous aussi on est content de vous avoir voilà, vraiment. Que je me dis, je vais essayer peut-être de les motiver pour me réinviter. Au rendez-vous dans 2 ans. Bah, dans 2 ans, oui, on sera toujours là. Je vais montrer les bonnes réponses. Oui. Là, il y a 40 personnes qui ont répondu, donc j'imagine. Alors, donc une majorité a répondu la 1. Oui, c'est hyper fréquent. Suivi de la dernière et suivi de la deuxième. Donc la 2 monte, il y a plusieurs bonnes réponses, comme vous le voyez. Oui, il y en a 4. Oui. L'allergie au nickel, ça peut être des allergies aiguës, c'est rarissime, mais les gens qui en ont été victimes s'en rappellent. Hein. Le pacemaker peut donner une allergie chronique, et c'est un petit peu comme pour l'orthopédiste. Décider d'aller enlever un boîtier parce que... Alors c'est peut-être un peu plus facile. Mais on a une urticaire en face du boîtier qui est apparue quelques semaines après. Ça vaut la peine de se poser la question et on va essayer de voir pourquoi. Donc, il n'y a pas de consensus sur cette question. Par exemple, nos collègues qui font des implantations de neurostimulation, beaucoup disent je vais faire des tests prédictifs pour savoir si mon électrode va être tolérée. Du côté de l'orthopédie, c'est plutôt des histoires de chasse et plutôt du diagnostic, c'est-à-dire essayer de me convaincre qu'il faut que j'aille enlever cette prothèse parce que c'est elle qui est la cause des ennuis. Et donc là, on est plutôt dans une stratégie de diagnostic après la mise en place. Nos collègues dentistes connaissent bien ça, hein, parce qu'il y a des gens qui ont des douleurs dentaires ou des rejets de prothèses, et c'est un peu plus facile d'enlever les choses. Pour arriver à une décision d'ablation de prothèse, il faut vraiment des arguments ultra solides. Et il y a des choses qui vous aident. Si par exemple la réaction urticarienne cutanée est localisée au contact de l'implant et limitée à l'implant, c'est un signe quand même majeur. Et puis évidemment, comme dans Notre-Dame, vous posez une prothèse et vous avez une urticaire chronique qui s'installe dans les semaines ou mois qui suivent et dont vous ne sortez pas. Et là, ce sont des signes d'alerte. Il y a des choses plus rares, c'est-à-dire des fractures, on ne comprend pas très bien et on va faire une biopsie, on va trouver une infiltration lymphocytaire
mais ce sont des diagnostics très difficiles à poser. Et là, je me tourne vers notre collègue pour savoir si elle a des solutions à nous proposer, des prothèses moins allergisantes, miraculeuses. Déjà, il faut insister sur le fait que c'est un diagnostic qui ne peut être qu'un diagnostic d'élimination. Oui. On ne peut pas évoquer une allergie aux métaux responsable, par exemple, d'un décèlement de prothèse ou de douleur de prothèse sans avoir avant tout éliminé toutes les autres causes et bien évidemment la cause infectieuse. Ça, c'est la règle de base. Établir ce diagnostic, c'est quand même compliqué. Alors, il y a effectivement des arguments. Quand il y a un urticaire, bon, on regarde d'un implant, c'est déjà un petit peu plus simple. Mais quand il s'agit simplement de douleur ou d'un échec mécanique un peu inattendu, ça devient compliqué. On peut faire des biopsies. L'intérêt de la biopsie, c'est que ça aide à éliminer une infection. Et puis, ça va nous aider aussi à éventuellement chercher des arguments histologiques en faveur, parce qu'il y a des signes qui sont effectivement clairement décrits. Et puis après, c'est quand même, effectivement, d'abord être sûr qu'on a la possibilité d'avoir un implant hypoallergénique équivalent. Alors, il y a maintenant plusieurs compagnies qui font des implants hypoallergéniques, qui sont des implants qui sont en fait recouverts d'un traitement de surface, ils sont nitrudirés. Au départ, ça n'a pas du tout été développé pour ça a été développé pour augmenter la dureté des surfaces, pour limiter les usures, mais on s'est rendu compte que, effectivement, ça limitait le contact avec les ions allergisants. Et ces prothèses sont utilisées chez les patients hypoallergéniques. Alors, elles sont vendues comme telles. Néanmoins, dans la littérature et sur une revue récente qui date de fin de l'année 2021, on n'est pas certain du tout que ça améliore vraiment ces patients qui sont repris avec des implants hypoallergéniques. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a peut-être quand même un problème de survie de ces implants. On n'est pas sûr que ce soit des implants qui soient aussi résistants. Donc ça pose quand même, ça doit être le fruit d'une vraie discussion, d'une vraie réflexion et d'un dialogue bien sûr avec le patient pour évaluer les bénéfices, les risques et bien sûr avec l'anesthésiste et avec l'équipe d'infectiologie avant de prendre une telle décision. Et puis il y a des situations, et à titre personnel j'en ai deux, on en avait échangé, qui sont des prothèses massives où je suis certaine qu'il y a un problème allergique. Alors peut-être associé au contexte infectieux, mais là, j'ai aucune solution. Je n'ai pas la possibilité d'avoir affaire à un implant hypoallergénique et donc je mets des corticoïdes comme ça, quoi. Alors, heureusement, ce n'est pas très fréquent. Non, ce n'est pas fréquent. Mais on va dire qu'on se pose la question de temps en temps et on aboutit à une ablation de matériel lourd, peut-être une fois tous les 2 ans, quand on a une grosse consultation. Chez les dentistes, c'est un petit peu plus fréquent, un peu plus facile, et ils nous ont appris qu'en fait, ça existait. Et vous voyez, on fait des patch tests. Et alors, vous voyez, c'est juste pour vous donner le petit vertige. Il faut, si vous voulez faire ces explorations-là, il faut aller chez des gens qui connaissent. Oui. Parce que vous voyez la liste incroyable de choses qu'il va falloir tester pour essayer non seulement d'apporter des arguments, parce que le chirurgien, il vous demande d'essayer de le convaincre un petit peu, le malade aussi, parce que c'est quand même très lourd. Et donc, c'est vraiment, il vous faut un service de dermatologie qui est très expérimenté ou d'allergologie qui est très expérimenté sur cette question. Sachant que les délais dans ces services, je ne sais pas comment c'est à Strasbourg, mais à Paris, par exemple, il y a un service, c'est plusieurs mois. Donc, quand vous êtes dans une situation un peu aiguë, c'est pas simple. Absolument. Et on fait aussi, alors c'est un petit peu de la recherche, on fait des tests de transformation lymphocytaire pour faire de l'immunotypage des lymphocytes, mais bon, là, c'est de la recherche, donc ça ne va pas nous aider. Et cette histoire de test aussi, c'est intéressant, parce que quand on regarde les publications vis-à-vis des réactions allergiques aux implants, on a du mal, en fait, à bien évaluer la valeur prédictive de ces différents types de tests. Et elle est mauvaise. Voilà. Donc, elle est mauvaise parce que quand vous avez 20% d'allergie dans la population générale et que vous avez là-dedans 1/10000000 qui va faire une intolérance à la prothèse, on voit bien que ce test ne peut pas être utilisé en prédictif, voilà. À la rigueur en curatif, mais pas en prédictif. Vous avez tout à fait raison. Ce qui fait que, voilà, il faut qu'on progresse dans les connaissances et dans notre capacité de diagnostic immunologique. Question sur la vasopressine, il y en a 2 là. Oui. Peut-elle jouer un rôle dans l'approche, dans le traitement anaphylactique, et puis où on peut se la procurer? Alors, Reverpleg, qui va arriver en ATU. Nous, on a essayé sur nos modèles au laboratoire. Il y a quelques cas cliniques publiés disant que c'est intéressant. C'est proposé dans les algorithmes, mais on a mieux à vous proposer que ça. Et dans nos modèles expérimentaux, ça ne marche pas. C'est même plutôt contre-productif par rapport à
à l'adrénaline, mais là, ça nous emmène un petit peu loin. Sur la pression artérielle, ça va faire la même chose que l'adrénaline. Il y a un inconvénient, c'est que ça donne une redistribution des flux de perfusion dans le cerveau, aux dépens des noyaux gris centraux qui sont les plus vulnérables. Donc pour nous, le premier choix, c'est l'adré, et la vasopressine, c'est en rescue et pas en premier choix. Mais par contre, quand on a un cas qui résiste à l'adrénaline, si vous avez de la vasopressine, ça vaut le coup d'essayer. Nous, on fait du bleu de méthylène, mais ce n'est pas des médicaments de première ligne. Alors, on continue. Dans le cauchemar, vous avez un patient de 68 ans, vous devez faire une cure d'un anévrisme abdominal en open, hypertendu, tabagique, enfin le profil habituel de ces malades, sinon il n'aurait pas d'artérite, bien sûr. Il est allergique au pollen et pas de chance. Il a une allergie retardée à l'héparine. 3 grossesses dans les antécédents, cataracte bilatérale, donc du standard. Il a un traitement en cours, simvastatine, aspirine et rivaroxaban. Et évidemment, le protocole péro-opératoire prévoit normalement une dose de charge d'héparine. Qu'est-ce que vous faites comme anticoagulant? HNF, Orgaran, Irudine, Argatroban. Il y a plusieurs bonnes réponses possibles et il y en a peut-être qui vont vous surprendre. Ah, mystère. Donc n'hésitez pas à être imaginatif et ambitieux. Je ne vais pas essayer de répondre. Lâchez-vous, non? Non. D'accord, ok. Patrick Georges, une idée de... Moi, je sais. J'ai vu les réponses. Il est honnête. Alors l'orthopédiste, néanmoins, qui sait qu'il induit un risque thromboembolique, quand on lui dit il y a un problème avec les HBPM, par exemple, ce n'est pas une bonne nouvelle. Hein. Non, c'est très compliqué. Et donc, voilà. Alors là, on a mis une petite difficulté supplémentaire, c'est que l'orthopédiste, il se dit, bon, c'est surtout en post-opératoire, mais moi, je vais pouvoir m'en sortir déjà pour mon opération. Je pourrais faire appel à un ami. Le chirurgien vasculaire qui dit, on ne peut pas anticoaguler mon malade, je vais aller clamper l'aorte, etc. Lui, il est un petit peu stressé. Hein. L'anesthésiste aussi, parce qu'il se dit, tiens, est-ce que je dois utiliser quelque chose pour lequel il n'y a pas de réversion possible? Donc, on se fait un petit peu peur. Et on va voir comment gérer. On attend encore peut-être une petite minute. Là, il y a 39 personnes, mais sur les 130 qui sont là, c'est peut-être bien de laisser au moins 45 à 50 personnes répondre. On a une belle audience ce soir. Hein. Franchement, bravo à vous, hein, parce que 130 personnes, c'est bien. Comme je n'ai pas mis de numérotation en mes diapos, je n'ai aucune idée de combien il m'en reste et je panique un peu parce que je me dis j'aurais pas. Eh bien, il reste 50 diapos, on me dit à la régie, Michel. Si c'est pas 50, c'est au moins 49. Hein, et ce n'est pas une blague, on me dit bien ça dans l'oreillette. Autant vous dire, je suis arrivé avec la version courte. Ah, voilà. Mais je t'ai dit que c'était long, je t'ai dit. Oui. En même temps, c'est du DPC, c'est 1h30. Je me suis fait discuter déjà. C'est vrai. Hein. En même temps, pour l'instant, moi, je trouve que tous les sujets abordés étaient nécessaires, même pour l'orthopédiste. Enfin, c'est des choses qu'on voit dans notre pratique quand même. Hein. Donc, bon, alors moins les curares évidemment, mais voilà, mais le latex, la bétadine et les coquillages, effectivement. C'est notre quotidien commun. C'est notre quotidien, quoi. Je pense quand même qu'il faut qu'on avance parce qu'autrement, on ne va pas en faire la moitié. Là. Allez, hop, je montre les réponses correctes. Alors, 10% ont répondu à la première. Ah, ils n'ont pas pris de risque, du coup. Hein. Enfin, si, 10% du coup ont pris des risques. Alors, oui. 29% la troisième et 34% la quatrième. Majorité pour l'Orgaran. Alors, l'Orgaran, c'est très mauvais choix parce que la demi-vie est très longue. Donc, surtout pas l'Orgaran. Voilà. Parce que si jamais ça saigne, vous n'arriverez pas à faire l'hémostase. C'est une catastrophe. C'est la demi-vie la plus longue. Donc, pas l'Orgaran. L'Irudine et l'Argatroban, il n'y a pas de réversion possible, mais la demi-vie est plus courte. Donc, si vous faites ce choix, pourquoi pas. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez faire de l'HNF. Pourquoi? Alors, évidemment, dans les allergies à l'héparine, vous connaissez bien la TIH. Pas de problème. C'est une entité spécifique très particulière, des immunoglobulines de classe G. Vous savez gérer, vous dépistez la thrombopénie, vous changez, vous avez parfaitement raison. Il y a des réactions retardées, et elles, ça donne de l'eczéma, des urticaires localisés, et il y a des réactions immédiates qui sont rares. Donc on va les mettre de côté, l'anaphylaxie à l'héparine, c'est très rare. Ce que vous avez très souvent, c'est des réactions retardées, et vous avez quelques photos
plus ou moins sexy, je dirais, de patients qui ont des réactions. Et si vous n'arrêtez pas l'administration, vous avez une urticaire qui s'étend, qui devient très invalidante, etc. Il ne faut pas faire ça, bien évidemment. En revanche, autre précision, il y a un temps de latence. 7 à 10 jours après le début du traitement. Et si vous réexposez, c'est plus court, c'est 1 à 3 jours. La bonne nouvelle, ne me demandez pas pourquoi, parce que nous n'avons que des explications de construction intellectuelle, encore qu'on peut se lancer. Dans les allergies retardées à l'héparine, si vous faites de l'injection IV, il ne se passera rien. Et donc, pourquoi se compliquer la vie? On fait son héparine, on l'antagonise, et après, pour la suite, bien sûr, on ne mettra pas une héparine, on mettra un anticoagulant oral. Mais vous pouvez y aller. Vous n'aurez pas d'ennui avec l'héparine intraveineuse, ce qui est une bonne nouvelle et ce qui est une vraie simplification. C'est pour ça que je partage cette notion avec vous. Les réactions entre HNF et HBPM, elles sont très fréquentes, donc on ne joue pas. HNF et fondaparinux. Le fondaparinux, ça va bien se passer au début, et puis au bout de quelques jours, ça va mal tourner, donc parce que ça met longtemps le croisement met longtemps à se démasquer. Hirudine et ergatroban, ça ne croise pas, donc vous pouvez y aller. HBPM et AVK, ça ne croise pas, donc il n'y a pas de problème non plus. Donc c'est simple. Je ne me complique pas la vie en période opératoire. Je veux quelque chose de maniable que je peux antagoniser si jamais ça saigne. Donc c'est l'héparine. C'est l'héparine. Et puis en relais, surtout pas d'héparine ou d'HBPM ou de fondaparinux. Je m'éloigne complètement de cette classe-là. Pour votre bonne information, voilà par exemple des réactions allergiques aux AVK. Ce sont des réactions retardées et vous allez les reconnaître. Ce sont des placards nécrotiques. Ça se voit et votre dermatologue va se dire, ça va faire tilt. Il va se dire, ça c'est l'AVK. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On passe sur un AOD ou une HBPM. Et puis les AOD, les AOD, ils peuvent donner des réactions immédiates, des réactions retardées comme tous les autres. Et donc, vous changez de classe. Il n'y a pas de réaction croisée entre les AOD et AVK HBPM. Il y a des réactions croisées intraclasses. Et entre Xaban et Gatran, il y a eu une observation de croisement. Donc c'est rarissime. Mais moi, mon conseil, vous avez une réaction avec un AOD, passez aux AVK. Ne vous compliquez pas la vie. Ça sera beaucoup plus simple. On continue? On continue. On continue. Un allergène peut en cacher un autre. C'est pas de moi le dessin, donc je l'ai emprunté sur Internet, évidemment. Il est mignon. Vous avez endormi un patient de sexe masculin, 48 ans, pour une chirurgie rachidien en urgence, dans les suites d'un accident de bûcheronnage. C'est son métier. Petite obésité, il fume, il est atopique, il est intolérant alimentaire à la viande, mais en fait, il mange de la volaille. Donc, je ne supporte pas la viande, mais le canard, le poulet, c'est parfait. OK. HTA traité, il a une petite BPCO, oui, il fume, parce qu'il est au grand air, ça ne peut pas faire de mal, une petite cigarette. Induction séquence rapide, propofol, rocuronium, analgésie, sulfatanil et kétamine. Du standard. Ça saigne, donc vous décidez de mettre de l'acide tranexamique parce que c'est long, ça saigne, etc. Et vous faites moderne, donc vous essayez de contrôler la coagulation. Le chirurgien va fermer. Là, vous avez un collapsus qui apparaît avec une urticaire généralisée. L'évolution va être lentement favorable sous adrénaline, sans gamma à 3 reprises, 3 litres de remplissage, donc un remplissage agressif. Et je vous encourage à être agressif. Vous pensez à doser la tryptase pour aider au travail diagnostique. La tryptase est très élevée. Normale inférieure à 10, plutôt dans les 2 ou 3, vous êtes à 150, pas de problème. C'est bien un choc très sévère. Vous adressez le patient en allergologie. Allez, on vous fait parier sur l'allergène responsable. Est-ce que c'est le rocuronium? Est-ce que c'est le propofol? Est-ce que c'est le sulfatanil? Est-ce que c'est l'acide tranexamique? Ou un autre? À voter. Et alors là, on est évidemment dans le classique des classiques. Vous avez de très beaux candidats, on va dire. Et pour ceux qui me connaissent, vous allez être tentés de sauter, d'avoir le réflexe oculosténotique. Il y en a un, là, c'est celui-là, évidemment. Il y a déjà une majorité pour le rocunorium.
Rocuronium majoritaire. Ah non, là c'est l'autre, c'est le quatrième, l'acide tranexamique qui est majoritaire maintenant. En tous les cas, oui, on voit bien que on s'interroge dans cette situation-là. Et ça survient plutôt en fin d'intervention, donc on n'est pas à l'aise parce qu'on se dit qu'est-ce que je fais. Effectivement, on a très bien traité le malade, de l'adrénaline à dose titrée jusqu'à obtenir la réponse hémodynamique qu'on veut et un remplissage très agressif. On ne remplit jamais assez. Quand vous remplissez un malade sur un choc anaphylactique sévère, l'objectif, c'est des séquences de 500 ml en 3 à 5 minutes. Donc, ce n'est pas du débit libre, de la gravimétrie, c'est de l'accélération de perfusion. Et vous faites de la titration du remplissage comme vous faites la titration des catécholamines. Et c'est là où on a une bonne marge de progression. Allez, je montre les bonnes réponses. Il y a 50 personnes qui ont voté. Les autres, ils n'avaient qu'à bien regarder. Donc, OK. De toute façon, alors, surprise, quoi. Le rocuronium, c'est très loin. C'est très, très loin. Généralement, quand vous avez une réaction au curare, c'est dans les 10 minutes qui suivent l'injection. C'est trop loin, c'est pas ça. Le propofol, même combat. Sulfatanil, même combat. C'est trop tard. L'acide tranexamique, ça saignait, vous l'avez mis en place. Là aussi, normalement, c'est dans les 10 minutes. Or là, vous avez eu le temps de faire l'hémostase, etc. Vous êtes en train de fermer. Donc, c'est ailleurs que ça se passe. Il n'y a que 15% qui ont mis autre. Et pourtant, je vous avais tendu la perche. Oui, absolument. C'était quand même le piège. 45%. C'est un bûcheron. Alors, la première chose intéressante à connaître, c'est une allergie nouvelle. Nous avons une épidémie de tiques. Oula. Et quand vous êtes mordu par des tiques, vous risquez de vous sensibiliser à ce qu'on appelle l'alpha-gal. Parce qu'en fait, la tique, avec sa salive, va dissoudre un certain nombre de vos molécules auxquelles vous n'êtes pas exposé de manière libre d'habitude. Et vous allez devenir allergique. Et vous allez être allergique à la viande des mammifères qui possèdent cette protéine-là, le bœuf, le porc, l'agneau. Mais vous allez pouvoir manger de la volaille parce que le poulet, la pintade, le canard n'ont pas l'alpha-gal dans leur composition. Et donc, vous avez un truc ultra typique. Il travaille en forêt, il est exposé aux morsures de tiques et il vous dit exactement le tableau. Moi, je suis allergique à la viande, sauf au poulet. Et il n'y a pas de problème. Là, vous allez l'envoyer chez l'allergologue tout de suite. Donc, c'est une première hypothèse particulière. Il y en a d'autres. Il y a les allergies, par exemple, aux gélatines ou aux composants des produits hémostatiques. Ça aussi, c'est très fréquent. Ça aurait pu être ça. Ça a saigné. Et votre chirurgien, il est plutôt bavard, il est plutôt gentil, il vous demande comment s'est passé votre week-end, etc. Mais il ne vous raconte pas qu'il est en train de bourrer une petite compresse hémostatique qui est bourrée de produits hémostatiques et qui est construit avec une base de gélatine. Et il ne vous le dit pas. Votre chirurgien vasculaire, il va choisir un greffon qui est enduit de gélatine, sans vous le dire, évidemment. Pourquoi ? Parce qu'il n'y pense pas. Et parce qu'il y a une très bonne ambiance dans votre bloc et on ne va pas parler de trucs qui n'arrivent jamais. Jamais. C'est doctoral, ça, quand même. Voilà. Et puis, il y a une érythropoïétine qui contient de la gélatine. Donc, quand vous faites du PBM maintenant, vous prenez votre malade, vous le faites venir à l'hôpital, vous lui injectez du fer en milieu hospitalier pour qu'il ne fasse pas de choc. Puis vous faites comme chez moi. Vous dites, au passage, vous mettez l'EPO tout de suite, ça évitera de faire venir une infirmière. Il y a regardez s'il y a de la gélatine ou pas dedans. Donc il y a des allergènes cachés, la gélatine, les thrombines bovines purifiées. Et il y a des nouveaux produits qui contiennent des thrombines qui ne sont pas bovines, qui n'utilisent pas de gélatine mais du fibrinogène. Il y a de la calicréine qui peut être allergisante. Et puis, il y a la superglue, très à la mode. Parce qu'on a dit, je vais mettre de la superglue parce que c'est moins allergisant que la gélatine. Mais on a quand même quelques accidents à la superglue. Et si vous n'y pensez pas, le pauvre allergologue qui cherchera quel était l'allergène en cause, si vous ne lui avez pas dit on a mis de la superglue, il ne va jamais tester la superglue. Donc, si vous voulez l'aider, faites bien le relevé de ce que vous avez injecté en tant qu'anesthésiste et de ce que le chirurgien a mis dans la plaie opératoire, sinon on n'a aucune chance d'identifier le produit en cause. Donc là, ce n'était pas une éponge hémostatique, c'était parce que c'était un bûcheron mordu par les tiques, mais ça aurait pu être une éponge hémostatique. Il fallait le trouver quand même. Il faut le trouver, c'est pour ça qu'on vous en parle, parce que comme on a une épidémie de tiques en France, on en a de plus en plus. C'est vrai.
Et donc, voilà, ça Il y a fait aussi partie des des... bûcherons en France, il y a beaucoup de bûcherons. Oui, voilà, on Voilà. a un patrimoine forestier d'intérêt. Allez, maudits antibiotiques. Alors, à votre avis, est-ce que c'est la première cause d'allergie médicamenteuse au monde? Est-ce que ça augmente? C'est-à-dire, est-ce qu'on va encore avoir des problèmes? Est-ce que c'est la première cause d'admission pour choc anaphylactique en réanimation? Est-ce que c'est la première cause de choc anaphylactique au bloc opératoire? Alors, je mets en Angleterre, puisqu'en France, je vous ai déjà répondu. Est-ce que c'est la première cause de choc anaphylactique au bloc... j'ai mis 2 fois la même. Non, en Ah oui. France. Est-ce que c'est la première cause? Voilà. Il y a les deux. Donc la Voilà. dernière... Là, il y a des pièges ou pas? Il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège. Donc, il faut écouter. Il fallait Le cas écouter. précédent, on aurait pu évoquer le latex ou pas? Oui, on aurait pu évoquer le latex, mais c'est tardif. C'est à la fermeture. Oui, là, c'était ça qui était intéressant, c'est que c'était à la fin. Oui. Donc, Donc, plus vous avancez dans l'exposition au latex, moins c'est probable. Donc, généralement, le latex, ça va être plutôt en milieu d'opération. Là, j'essayais de vous attirer. Mais évidemment, le malade, il est fermé, là. Donc, l'environnement, l'exposition au latex, c'est fini. Et votre filtre de respirateur, il empêche l'entrée des particules de latex s'il y en a dans l'air. Donc, vous êtes protégé. Donc, à partir du moment où c'est fermé, bon, c'est fini, quoi. Donc, le latex est moins vraisemblable. Mais c'est vrai que c'est une bonne remarque. Il faut toujours y penser. On ne sait jamais. Merci Mathieu. Alors là, on est à 27 personnes. On va avancer. Il nous reste combien de diapos en régie, juste pour une savoir? centaine. Oui. 80. Alors, je vais montrer une petite trentaine. On avance. On en a fait 20 là quand même. Non, on avance. Et puis, de toute façon, je rappelle que c'est une formation. On est en DPC ce soir, donc il faut quand même respecter les contraintes aussi du DPC. Mais on peut montrer les bonnes réponses. Ça y est, je les ai montrées, les 3 Je les vois pas. premières. Ah, voilà. Oui. Voilà. Alors évidemment, c'est la première cause d'allergie médicamenteuse au monde, les antibiotiques. Ça augmente. Donc, puisque ça augmente, on va en voir de plus en plus. C'est la première cause d'admission pour choc anaphylactique en réanimation. Donc, c'est des formes sévères, les formes d'allergie aux antibiotiques. À votre avis, est-ce que la réaction est le plus souvent retardée? Est-ce qu'un prurite est un signe de gravité? Est-ce que la présence d'adénopathie est un signe de gravité? Est-ce que la présence d'un purpura est un signe de gravité? C'est important de savoir ça, parce que vous allez interroger votre malade, il vous dit « je suis allergique aux antibiotiques ». Vous allez lui dire « qu'est-ce que tu as fait ?» Il va vous dire « j'ai des boutons ». Mais vous pouvez lui dire « est-ce qu'il y avait des ganglions ou des boules ?» Vous pouvez lui dire « est-ce que ça faisait mal comme éruption ?» Vous pouvez lui demander s'il y avait des taches rouges, un purpura, etc. Posez des questions qui vous orientent un petit peu, parce qu'autrement, un bouton, c'est un bouton. Et là, il y a des questions précises qui peuvent peut-être vous aider. Et si vous ne me croyez pas, je peux vous dire que c'est très efficace en consultation d'allergo-anesthésie. Ces questions sont rentables. Bon, si les gens vous disent on m'a dit ça, c'était dans l'enfance, voilà, vous ne savez rien et vous n'en tirerez rien. Mais ce n'est pas toujours le cas. De la même manière, les gens vous disent je suis allergique à l'augmentin. Alors depuis, je prends de l'amoxicilline, ça va beaucoup mieux. OK, pas de problème, on est passé au générique. C'était pas ça. Et ça a été une réexposition accidentelle, parce que ça a été prescrit par un remplaçant du médecin généraliste et qui a prescrit ça, ou peu importe. Les réexpositions accidentelles sont extrêmement fréquentes. Voilà, ça règle le problème. On sait que c'est pas ça. Donc il ne faut pas faire l'économie des questions. Et à ce propos, les ciments antibiotiques, ça existe encore ou pas? Ah oui, dans les ciments, il y a de la gentamicine. Ouais. Pas très allergisant, la gentamicine, heureusement. Il y avait des plus mauvais choix possibles. C'est assez rare, l'allergie à la gentamicine. Très peu de gens ont été exposés. Oui, c'est ça, je pense. Très peu de gens ont été exposés, donc ça sensibilise peu. OK. Je montre les bonnes réponses. Alors, 89% ont répondu la dernière, 41% l'avant-dernière et 41% la première, 30% la deuxième. C'est pas mal quand même. Pas mal. Donc, la réaction les plus fréquentes, c'est les réactions retardées. Alors, la présence d'une adénopathie, c'est un signe de gravité. Il faut se méfier quand vous avez éruption adénopathie, on va y revenir. La présence d'un purpura aussi, ça doit vous alerter, évidemment. Là, c'est juste pour... j'espère que vous avez déjà eu votre dîner, des images qui sont assez repoussantes. Donc, on commence par une urticaire, on a un angioedème, un érythème pigmenté fixe. Alors là, c'est intéressant parce que
Quand ça disparaît, si vous réexposez, les taches réapparaissent au même endroit. Si c'est une dame, généralement, elle n'est pas très contente d'avoir des taches noires comme ça sur son décolleté, évidemment. Vous avez des vascularites, un l'aïeul, donc des choses très, très graves. Hein. On va de la réaction aiguë à la réaction retardée. Alors, des signes qui doivent vraiment vous faire tiquer. Quand on vous raconte qu'il y a un prurite associé à un angioedème, une hypotension, une dysphonie, pensez que ça a été une anaphylaxie. Donc que c'était une réaction un peu chaude. Un décollement, etc., c'est du laïel. Là, vous fuyez comme la peste. On ne joue pas. Hein. Le DRESS, s'il y a une fièvre avec des adénopathies et une éruption, c'est très grave. La mortalité des DRESS est extrêmement élevée. Ne jouez pas. S'il y a un purpura, c'est une vascularite, là aussi. Donc les 3 derniers, c'est grave. Si vous pensez que c'est une possibilité, aucune hésitation, vous écartez l'antibiotique en cause. À votre avis, est-ce que ça concerne 5 à 15% des patients hospitalisés? Est-ce que ça concerne 20 à 25%? C'est confirmé dans 1% des cas, dans 5% des cas ou dans 15% des cas? C'est-à-dire, beaucoup de patients se plaignent. Mais la réalité... Et est-ce que c'est vrai? Et donc là, évidemment, c'est la préoccupation parce que nos collègues chirurgiens, je pense à juste raison, nous disent, nous, on veut avoir la bonne antibioprophylaxie parce qu'on ne veut pas d'infection de notre prothèse. Mais se pose aussi la question dans l'antibiothérapie, c'est-à-dire que quand on prévoit de reprendre un patient pour une prothèse infectée, pour lequel on imagine qu'on va peut-être avoir besoin de certains antibiotiques et pour lesquels il nous révèle qu'il est soi-disant allergique, est-ce que c'est un intérêt avant si on a le temps, ce qui est quand même possible, de faire des tests antibiotiques pour justement ne pas se priver dans certains antibiotiques un peu précieux? C'est une très bonne question et la réponse c'est oui. Si vous savez que vous avez quelqu'un qui a un étiquetage ou même une réalité d'allergie aux antibiotiques et que vous allez avoir besoin d'un traitement antibiotique particulier, très spécifique pour un germe, aujourd'hui on est capable de vous faire la cartographie, de vous dire cette pénicilline-là il peut l'avoir, cette céphalosporine-là il peut l'avoir. On est très aidé, on gagne beaucoup de temps si vous nous dites lesquels vous voulez. Sinon, la plupart des dermatologues, ils vont vous tester le claforan ou la rousseffine, celui que j'utilise jamais. Jamais. D'accord? Donc, aidez les gens à bien faire en leur disant, voilà, j'ai l'intention d'utiliser celui-là. Et puis, si vous êtes vraiment pris, vous avez besoin d'un antibiotique très particulier et qui a un fort risque d'allergie, nous, ce qu'on fait, c'est des désensibilisations rapides en 3 heures. Ah oui. Mais alors, on joue à ça peu souvent, parce qu'il y a un petit risque, Oui. mais on est obligé de le faire, par exemple, pour les mucoviscidoses. Oui, qui ont une telle colonisation. Donc, quand il y a un enjeu très particulier, un greffé cardiaque qui a un germe multirésistant et on vous dit, ben voilà, il est peut-être allergique au céphépime et il faut vraiment que je le mette et je ne suis pas sûr de moi, on fait une accoutumance rapide. Alors, j'ai montré j'ai montré les bonnes réponses. Donc la première et la dernière, c'était la majorité des... vous avez raison, c'est bonne pioche, donc pas de problème, vous êtes parfaitement au clair. Donc on a bien posé la question, beaucoup d'étiquetage à tort. Si on n'a pas la molécule idéale, une efficacité moindre, alors en antibioprophylaxie, on ne prend pas de risque. Et en antibiothérapie, on vient de le dire, parfois on va prendre des risques et on va faire des choses un petit peu plus agressives. Alors, les bêta-lactamines, ça reste une cause très importante. Vous voyez que c'est la première cause en Angleterre. Chez nous, c'est la deuxième cause. Donc, beaucoup de gens vous disent, oui, il n'y a pas de problème, il est allergique aux pénicillines, mais une céphalosporine. Je vous invite à la prudence et je pense qu'il faut être un petit peu plus subtil que ça et on peut vous aider à faire du choix. Alors, est-ce que ça doit être exploré le plus vite possible, une allergie aux antibiotiques? Est-ce qu'il faut attendre 2 à 6 mois? Est-ce que c'est exclu si les tests cutanés sont négatifs? Est-ce que c'est exclu si on a un test de provocation négatif? Alors, j'ai une question, si la réaction est localisée bras, torse, il faut quand même penser à une origine allergique? Ouais, c'est moins probable. Hein. C'est moins probable. Donc nous, on fera un test, si c'est négatif, on va écarter les choses... c'est toujours possible d'avoir une réaction parce que vous avez une concentration importante. Par exemple, vous mettez de la vancomycine, vous perfusez un peu vite, vous avez une traînée rouge, c'est rien. Grand classique. Ouais. C'est un grand classique.
L'atracurium, c'est pareil, c'est un grand classique. Nesdonal, qu'on utilisait beaucoup, ce sont des grands classiques, si vous avez des histaminolibérateurs. Alors, nous, on est un petit peu déformé, hein, parce qu'on veut faire de l'épidémiologie, donc on a tendance à dire envoyez-nous les cas, comme ça on peut dire, tiens, dans 99,9% c'était négatif, et on pourra vous dire, laissez tomber. Mais je crois qu'on est un petit peu déformé, donc ne venez pas trop près voir ce qu'on fait à Strasbourg, parce que je ne suis pas tout à fait sûr qu'on ne pousse pas l'exploration un petit peu loin, quoi. Rendez-vous dans 2 ans, hein, comme on disait tout à l'heure. Oui, voilà. Je suis moins ambitieux que les chanteurs populaires. Ouais, c'est loin, 10 ans. Oui, 10 ans, c'est trop loin. Surtout, on espère qu'on aura les Alors, réponses avant. Alors, je montre les bonnes réponses. Donc, la majorité a répondu les 2 bonnes réponses correctes, Oui, voilà, la deuxième et la dernière. Donc, vous avez été bien préparé à cette attitude-là. Le test de provocation, c'est le gold standard. Donc ça, c'est vraiment le mieux. Et on fait de plus en plus d'exploration en préopératoire. Il y a une chose qu'on peut faire, nous, on est un peu avocat de ça, mais c'est difficile à organiser en France. Quand vous avez des réactions qui sont de faible importance, très anciennes, à une pénicilline, on peut faire un test de provocation. C'est ce qu'on appelle du delabeling, c'est-à-dire on enlève l'étiquette. Ah oui, Et on dit, voilà, c'est fini. faut savoir, quand même. Le problème, c'est effectivement que dans une consultation d'anesthésie, je pense qu'on n'a aujourd'hui pas le temps de le faire, mais ça pourrait marcher, c'est pas dangereux de faire ça. Nos collègues anglais commencent à le faire et nos collègues aux États-Unis aussi. Alors, une dernière question sur les antibiotiques, peut-être, si vous êtes allergique et que vous avez un problème de thérapeutique, et voilà, vous devez choisir. Allergie à la pénicilline, est-ce que vous pouvez utiliser un carbapénem? Est-ce que vous pouvez utiliser de l'astréonam? Si on vous dit allergie à la ceftazidime, très utilisée pour les infections apiocyaniques, est-ce que vous pouvez utiliser l'astréonam? Est-ce que vous pouvez utiliser un carbapénem? Et quand je suis allergique à la céfazoline, est-ce que je peux utiliser une autre bêta-lactamine? Donc là, vous avez quelqu'un qui a fait un choc avec la céfazoline. Et évidemment, vous l'avez réanimé, intubé, ventilé. Et 5 jours après, il a une bonne pneumonie de ventilation, acquise sous ventilation, avec un germe bien résistant. Et vous vous dites, il a fait un choc à la céfazoline. Vous n'avez pas eu le temps de le tester, évidemment. Donc là, c'est le cauchemar. Donc je vous conseille de faire appel à un ami, à moins d'être sûr de vous. Et là, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. il y a plusieurs réponses. Il y a plusieurs réponses possibles. OK. On va laisser un petit peu. Là, il n'y a que 20 votants. Ah oui, Ils sont parce pas- que là, on décourage le vote parce que c'est difficile. Et alors, ne vous inquiétez pas, quelle que soit la réponse, elle est certainement bonne. Ah. J'ai juste une question. Est-ce quelle est la part extra-hospitalière des accidents allergiques aigus aux antibiotiques? Parce que l'hospitalisation à domicile pour la prise en charge des infections chroniques, notamment pour les prothèses de hanche, les prothèses de genoux, mais peut-être même dans d'autres spécialités, ça se développe beaucoup, quoi. Et comme c'est souvent des allergies qui sont, comme vous le dites, pas toujours immédiates ni retardées, quelle est la part de ces accidents et leur mortalité éventuellement? Alors, il y a évidemment les accidents retardés, on les voit arriver, on s'arrête et ensuite on prie pour que ce soit ni un Dress ni un Lyell. Hein. Donc, voilà. Et les accidents aigus, alors ça existe. La chance qu'on a, c'est que quand c'est oral, la prise de médicaments oral, les chocs ultra sévères sont un peu moins fréquents quand c'est en IV. Ça peut arriver. Évidemment, vous avez des gens qui font prise d'amoxicilline, d'œdème de coin, qui est syndrome asphyxique plus ou moins rapide, hein, ça peut arriver. C'est moins bruyant alors, que quand vous faites en IV, mais on peut en avoir. Alors après, vous dire la proportion, il y a tellement de gens exposés. Oui, non, mais notamment l'IV, parce que les traitements IV prolongés à domicile, ça se développe de plus en plus, hein, notamment en infection ostéo-articulaire. Alors, je ne réponds pas à la question de manière précise, mais comme je vous l'ai dit, on a fait une étude récente là en France sur les chocs anaphylactiques. La première cause d'admission en réanimation pour choc anaphylactique, c'est un antibiotique. Oui, donc... Alors ça situe à une proportion, c'est-à-dire que c'est pas zéro. Voilà. Mais ok. Donc, par contre, si vous avez toléré
les premières injections, par exemple, débutées en intra-hospitalier, ça va pas, vous n'aurez pas d'ennui si vous poursuivez le traitement à domicile. On va regarder les réponses. Oui, alors la majorité a répondu les quatre bonnes réponses qui étaient la première, la deuxième, la quatrième et la cinquième. Voilà. 50% ont quand même répondu la troisième. Alors, évidemment, les réactions sont moins fréquentes avec les céphalosporines qu'avec les pénicillines. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Quand ça croise, c'est souvent parce qu'il y a la même chaîne latérale sur la pénicilline que la céphalosporine, et en fait, là, ça croise à 100%. Les réactions croisées donc sont liées à la structure chimique. Et si vous avez une allergie à la ceftazidime, vous allez avoir une allergie à l'astréonam. Donc, beaucoup d'infectiologues vous disent allergie aux pénicillines, prenez de l'astréonam. Il y a une exception, c'est la ceftazidime. Là, je vous montre le tableau que nous, on utilise pour prédire les réactions croisées. Donc, surtout, c'est pour vous dire, faites appel à un ami et nous, on se débrouille, quoi. Oui. Hein, donc, voilà. Et le risque, jusqu'à présent, c'était aminocéphalosporine céfamandole. Et puis, il y a la céfazoline, qui est un produit très particulier. On a déjà évoqué ça. Allez, on va en salle de réveil, parce que ça ne s'arrête jamais. Hein. 72 ans, prothèse de hanche, Ah, ça tombe bien. sous anesthésie générale, choix de la patiente. Bon, On l'a respecté. chirurgien aussi, hein. Ou du chirurgien aussi. Profil standard, et elle vous dit, je suis allergique aux AINS, j'ai une gêne respiratoire quand je prends des AINS, donc pour l'analgésie, vous n'allez pas mettre d'AINS, ok. Appendicectomie dans l'enfance, intervention qui se passe bien, vous avez un excellent chirurgien, ça s'est passé très vite, tout le monde est content, vous débutez votre analgésie en SSPI avec du paracétamol, de la kétamine, du néfopam, vous faites une titration de morphine. Elle devient algique, l'hémodynamique est stable, elle n'a pas de nausée, le paracétamol vient d'être injecté, puis tout d'un coup, elle devient agitée, elle a un bronchospasme et elle désature. Vous évoquez une réaction allergique. Allez, on parie. Kétamine, morphine, néfopam, paracétamol. C'est parti. Et l'autre question, Patrick Georges, en attendant? Donc vous voyez, on était tranquille. Hein. On croyait que c'était fini. Ouais. Eh ben, La malade est bien, elle respire toute seule, La on radio est discute belle. avec elle, voilà. Moi, quand c'est comme ça, la cafetière est en route. Lentement, on se dit un petit café entre... voilà. avant le patient suivant, Le chirurgien vous regarde avec un peu de sévérité en disant peut-être qu'on pourrait avancer. n'est-ce pas? Voilà. Et moi, je réponds oui, mais la journée va être longue et les opérateurs vont se succéder, tandis que moi, je vais rester tout seul. Alors voilà, on transige. Et généralement, on est sauvé parce qu'il y a quelqu'un qui dit on va quand même nettoyer la salle. Hein. Donc il y a le temps pour le café, heureusement. Enfin, surtout dans mon hôpital où on est pas loin de la Suisse, donc on nettoie en profondeur. Hein. Ça prend un petit moment. Mais on peut aussi anticiper le café avant la fin de Oui, l'intervention, voilà, hein, oui, comme oui, ça on oui. peut enchaîner. La un peu plus vite. bouilloire. Allez, kétamine, morphine, néfopam, paracétamol. Ah bah là, il y a une majorité pour le paracétamol. Bon, alors ceux-là, ils sont trop forts. Le paracétamol. Ah non, pardon. Excusez-moi, professeur, une majorité pour la morphine. Alors, la morphine, oui, ça donne de l'urticaire, ça donne rarement des réactions très sévères et c'est pas allergique. C'est de l'histamine-libération directe la plupart du temps. C'est très très rare l'allergie à la morphine. Quand vous avez un allergique à la morphine, ça croise avec la codéine, donc ne jouez pas. On joue pas. Ok, il faut juste savoir ça. Par contre, le paracétamol, à forte dose, c'est un AINS. Et elle vous a dit, je suis allergique aux AINS et j'ai du mal à respirer. Donc, elle a une forme grave. Et évidemment, vous avez mis du paracétamol à forte dose, c'est un AINS. Vous avez eu exactement ce qui était prévisible, une réaction sévère avec des manifestations respiratoires bruyantes et un petit collapsus. Alors, paracétamol, qu'est-ce qu'on appelle la forte dose? C'est-à-dire la dose gramme. thérapeutique, C'est Un gramme IV. Oui, 60 c'est- mg kilo, 24 heures. Un gramme IV. En fait, c'est la dose habituelle. Oui. ils sont ultra... La Non, dose non, la dose thérapeutique. habituelle, c'est 500, ou alors vous prenez un gramme par la bouche avec quelque chose qui distille. Ouais. Et là, vous mettez... Alors, c'est des gens, ils sont très bien. Ils vous disent, je tolère le paracétamol, très bien. Vous leur demandez quelle dose.
Il vous dit, je prends 500 mg, ça ne me fait rien. Eh bien, vous restez à 500 mg, vous n'aurez pas d'ennui. Par contre, vous montez la dose, vous la mettez en IV, ils ont une dose de paracétamol très élevée, un pic sérique, que vous recherchez d'ailleurs. Bah oui. Et là, eh ben, il y a un effet AINS, et là, ils vont déclencher. Et donc, ils ne sont pas contre-indiqués au paracétamol à vie. Il faut juste leur mettre la dose qu'ils tolèrent. Et ce même phénomène s'observe à Perros. Alors, Non. Perros, comme Parce qu'il y a pas comme le fameux l'absorption est pic, lente, hein. vous n'aurez pas le pic, et généralement, vous ne le verrez pas. Parce que les orthopédistes, quand même, le paracétamol, les AINS, Oui, oui. c'est à peu près les deux seuls médicaments qu'on prescrive. Donc, Et donc, il y a on peut une... continuer après sur du il y a- paracétamol si on a une notion d'allergie Oui, aux oui. AINS. Oui, mais mettez 500 mg plutôt qu'un gramme. Et il y a une chose à avoir en tête, c'est quand les manifestations d'allergie aux AINS ou à l'aspirine Sont ont une sévères. forme respiratoire, faites attention, c'est dangereux. D'accord. Quand on vous dit c'est des boutons, etc., ça va. Mais quand c'est des formes respiratoires, parce que là, vous pouvez avoir un bronchospasme sévère, et là, c'est très dangereux. Allez, le dernier pour la route. Patient, cure chirurgicale d'une prothèse de hanche infectée. Bon, là, c'est pas la faute du chirurgien, hein, c'est la mienne. Il y a eu un problème, un soin dentaire pas fait, je sais pas quoi. On est en CSPI. Voilà. Vous décidez de gagner du temps. Vous attendez que la salle se libère, vous allez mettre une voie centrale en vous disant, bah, comme ça, on pourra continuer l'antibiothérapie. C'est que du bonheur. Et vous dites, bah, c'est infecté, je ne vais pas mettre une voie centrale normale, je vais mettre une voie centrale côté, pas de problème, j'en ai. La cure de ces pipertazo, vous proposez de reprendre l'administration de l'antibiotique. Au bout de 10 minutes, collapsus, tachycardie, bronchospasme, désaturation sévère. 90. Est-ce que vous arrêtez l'antibiotique parce que vous pensez que c'est lui le coupable? Est-ce que vous débutez un remplissage vasculaire? Est-ce que vous administrez de l'adrénaline à dose titrée? Est-ce que vous dites je vais intuber ce malade tout de suite, là, je fais une induction à séquence rapide? Est-ce que vous virez la voie centrale pour mettre une voie périphérique? Est-ce que vous dosez la tryptase? Il y a plusieurs bonnes réponses. Juste une remarque concernant le paracétamol. La dose habituelle faite au bloc est 1 gramme non. Bah oui, habituellement au bloc, on fait 1 gramme de paracétamol. Oui. Donc ce que tu as dit, c'est que 1 gramme, c'était une beaucoup. forte dose et que dans IV. les cas, on ne faisait que 500 mg. Oui. Mais ça ne remet pas en cause Non. le fait que la dose habituelle est de 1 gramme. Oui, oui, c'est sommes bien pas. d'accord. Non, C'est oui, très oui. très bien. 1 gramme, c'est très bien. Je vous déconseille 2 grammes parce que le paracétamol, avec 2 grammes, vous allez avoir des petits phénomènes d'hypotension chez beaucoup de malades. Oui, c'était décrit. Donc, ce n'est pas une bonne idée de monter. 1 gramme, c'est bien, pas de problème, c'est votre dose standard. Aucune raison de la mettre en cause. C'est simplement quand vous dites, je ne peux pas mettre d'AINS, vous vous dites, ben, votre premier choix, ça va être de mettre du paracétamol. Et là, il faut quand même une petite prudence, surtout s'il y a des manifestations respiratoires. Là, il faut être très prudent parce que ça peut... D'ailleurs, là... 10 minutes. Allez, 10 minutes, oui. Alors là, je montre les réponses correctes. 100% ont répondu la 2, 91% la 3, 26% la 4 et 97% la 5. La Alors. 6, pardon. la 6. Donc en Donc- fait, toutes les bonnes réponses finalement. Donc, bien sûr, vous débutez un remplissage et d'adrénaline, bah, vous faites le traitement symptomatique et vous avez bien raison. Bien sûr, vous dosez la tryptase pour aider au bilan et vous avez bien raison. Ça n'est pas l'antibiotique parce que l'antibiotique, il le recevait déjà avant, poursuivait un traitement. Ce n'est pas lui, ce n'est pas ça le problème. Réaliser une induction à séquence rapide, bah, surtout pas. Si vous n'êtes pas obligé d'intuber le malade, c'est pas l'endormir au moment où il est en train de faire un choc n'est pas une bonne idée. Vous avez une chance raisonnable qu'avec l'adrénaline, ça s'arrange. Donc, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Par contre, il faut virer la voie centrale côté à la chlorhexidine et mettre une voie veineuse périphérique pour faire votre remplissage. Pourquoi? Eh bien parce qu'on est très très souvent exposé à la chlorhexidine, parce que la sensibilisation est habituellement silencieuse, parce qu'on peut avoir des chocs anaphylactiques sur des expositions à la chlorhexidine, sur des instillations, des cathéters cotés, de l'irrigation, des bains de bouche. C'est la première cause de choc au Danemark, c'est la 4e cause en Angleterre, c'est la 2e cause au Japon après le Sugammadex. C'est encore rare en France parce qu'on commence à utiliser la chlorhexidine dans les champs opératoires, donc on commence à le voir. On peut faire le diagnostic. Donc, vraiment, il faut chercher l'allergène caché. Et là,
qu'est-ce que vous avez fait de particulier? Vous avez mis une voie veineuse centrale revêtue de chlorhexidine parce que vous vous dites comme ça, elle ne s'infectera pas. C'est un très bon choix, sauf si le malade est allergique à la chlorhexidine. Et c'est très trompeur parce que le diagnostic, si vous n'y pensez pas, vous allez vous lancer sur le choc et l'allergène reste là. En place. Si vous enlevez la voie et que vous mettez, vous allez gagner, vous allez réanimer votre malade avec succès. Si vous n'y pensez pas, eh bien l'allergène est là et la réaction continue. En fait, il faut quand même être gonflé parce qu'il faut y penser. Parce que tu as un choc, tu veux remplir, tu vas te dire je vais passer des amines. Voilà. Oui. Ah bah tiens, je vais enlever la voie centrale. C'est- Donc là, il faut être sûr de son coup. C'est exactement comme quand on utilise une gélatine en expansion volémique sur un état de choc et qu'en fait on l'aggrave parce qu'on rajoute un choc anaphylactique. C'est des diagnostics. Ouais. Si on n'est pas là à vous le dire et que vous vous dites pas tiens, il m'a parlé de ça, à tout hasard je l'enlève, vous n'allez pas le faire. C'est pour ça qu'on choisit de vous en parler, parce que c'est un pourvoyeur de choc reconnu, bien repéré. Ouais. Voilà, en Angleterre, donc comme je vous le disais, c'est la 4e cause. Et maintenant, quand vous êtes en urgence, on vous disait de vous mettre en latex free, et mettez-vous en chlorhexidine free lorsque vous endormez quelqu'un qui vous raconte « j'ai fait un choc anaphylactique, mais on ne sait pas à quoi ». Vous essayez d'éviter les curares, bien sûr, les produits allergisants, bien sûr. On vous a dit, vous mettez-vous en latex free, dans le doute, bien sûr. Mettez-vous en chlorhexidine free. Et vous aurez fait le maximum pour votre patient. Voilà, j'espère que vous avez convaincu que c'est rare et que ça n'est pas un cauchemar, qu'il faut penser aux allergènes cachés. Là, on en a vu un certain nombre qui nous concernent des deux côtés du champ. Pensez à doser la tryptase, et puis on fera peut-être un taux basal aussi pour nous aider. Remplissez les malades de manière agressive. Essayez d'avoir un allergologue qui vous aide. Et un allergologue qui vous aide, c'est un allergologue qui connaît quelque chose à l'allergie médicamenteuse. C'est plutôt un allergologue qui travaille à l'hôpital pour qu'il ait toutes les molécules disponibles. Je remercie les membres du GERAP et je vous remercie d'envoyer vos malades au GERAP dans vos centres d'allergoanesthésie. Et puis, si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous avez Strasbourg qui vous attend. Venez nous visiter. On n'a presque plus de Covid. Merci beaucoup, Michel. En tout cas, merci pour la proposition d'aller te voir. Je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde. Oui, on a du très bon Van Alsace. N'est-ce pas? Je n'osais pas le dire, mais cette heure. La choucroute en hiver, s'il vous plaît. L'été, c'est pas la saison. Donc du coup, tu as bien accéléré, on est parfaitement dans les temps. Je rebalaye les questions pour voir s'il y en a qui auraient été oubliées. Non, je n'ai pas l'impression. Donc allez-y, on a encore 5 minutes pour poser des questions. La remarque sur la chlorhexidine est assez intéressante parce que la grande tendance quand même dans les blocs opératoires, c'est qu'on a tellement peur de la bétadine qu'on nous dit prendre la chlorhexidine, de toute façon c'est mieux, quoi. Les patients tout roses parce qu'on ne veut pas mettre de la bétadine, or finalement c'est pas une bonne idée. Alors les allergies à la bétadine, c'est exceptionnel. Et ce n'est pas des allergies à l'iode, mais à la povidone, la molécule porteuse. C'est rarissime. Donc, dans l'allergie à l'iode, aux produits de contraste iodés, aux fruits de mer, etc., vous pouvez y aller. Donc, ça, c'est la première chose. Je ne sais pas s'il y a vraiment une différence en termes de spectre. On voit que les systèmes applicateurs avec la chlorhexidine sont bien faits. Et donc, ça contribue à l'efficacité. Mais ce sont deux bons produits. Simplement, il y en a un qui induit un risque allergique plus important que l'autre. Et il faut y penser parce que là, c'est torpide et ça peut survenir au début, pendant ou à la fin, n'importe quand. Et donc, il faut être assez prudent. C'est un petit peu comme le latex, comme les gélatines sur des pansements hémostatiques, etc. C'est piégeant. Et vous allez être démarché et on va vous dire « j'ai des cathéters cotés, donc c'est bien pour les traitements des gens qui sont infectés ». C'est vrai. Pas de souci, utilisez-les, c'est vrai. Mais si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien rapidement après la pause, enlevez-les. Pensez à la chlorhexidine. Il y a toujours une question récurrente qui est agaçante, puisque la HAS a même fait des flyers pour dire que l'allergie à l'iode n'existe pas. Non. Mais bon, c'est permanent, que ça vienne de la radiologie, des patients, il y a plein de monde qui parle de leur allergie à l'iode. Alors, on a des flyers maintenant, ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'on peut répondre d'autre à part donner le flyer de la HAS? Alors, il y a deux choses à faire. C'est déjà, ça existe l'allergie aux produits de contraste iodés, mais on peut
tester les malades pour vous dire lequel ils vont supporter. Et comme ça, on a réglé le problème. Et un problème qui est fréquent, parce que moi, le nombre de fois où je suis devant un radiologue qui me dit « je ne veux pas injecter le scanner en urgence parce qu'il y a une histoire d'allergie à l'iode », et moi je dis je signe que oui, il faut l'injecter. Si jamais, par malheur, il y a un problème, je suis embêté sur le plan potentiellement médico-légal, ce n'est pas à brancher que je vais apprendre ça. Donc tester ces malades-là quand ils ont fait des réactions, plutôt que de dire on va mettre une prémée ou ce sera pour un copain. C'est comme pour les curares, c'est comme pour les antibiotiques. Si les gens qui ont fait une réaction, on les explorait très tôt, un simple test cutané répondrait. Quand on les explore tard, on est obligé de faire des tests cutanés multiples, des tests de provocation, etc. Et c'est beaucoup plus lourd. Donc, oui, mais ça, c'est le produit de contraste qui va contenir de l'iode, mais ce n'est pas de l'iode proprement dit. Non, ce n'est pas l'iode qui est responsable de... Voilà, c'est la structure chimique du produit. Mais... Et donc, on cherche ionique, non ionique, etc. On teste tous les produits. C'est comme pour les curares. C'est assez rare qu'on n'arrive pas à identifier un produit utilisable. Dernière question. Comment faites-vous votre désensibilisation rapide en quelques heures ? Alors, je n'ai pas mis de plaque pour ça. Grosso modo, je commence au 10 millième et toutes les 20 minutes, j'augmente d'un log. Donc, vous avez... imaginez que vous allez mettre de la tazocilline en seringue électrique en continu. Vous avez votre concentration thérapeutique que vous allez utiliser. Et vous démarrez au 10 millième de cette concentration-là pendant 20 minutes. Au millième, au centième, au dixième, en pur. Et surtout, vous ne vous arrêtez pas. Cette désensibilisation perdure aussi longtemps que vous traitez le malade. Quand vous arrêtez, il redevient potentiellement allergique. Parce qu'en fait, ce que vous faites, c'est qu'avec vos molécules, progressivement, vous piégez les IgE. Saturé, oui. Vous les saturez, vous les consommez. Mais vous commencez très très doucement pour éviter qu'il y ait une transduction de signal, que les mastocytes s'activent. Oui. Le problème, c'est qu'une fois que vous arrêtez le traitement, 15 jours après, les mastocytes sont rechargés avec des immunoglobulines et on peut redéclencher. Et donc, vous avez 95% de chances que ça se passe bien. Et quand on est... donc, c'est pour ça qu'on fait ça quand on a une indication impérative d'antibiotiques. Donc, c'est des transplantés, c'est des mucoviscidoses qui sont allergiques et qui ont un germe multirésistant. Et c'est en réanimation, malheureusement, des germes multirésistants quand on vous dit, il n'y a qu'un antibiotique et le malade, il est allergique, mais on ne sait pas s'il est allergique à cet antibiotique-là. Donc moi, très souvent, je fais une accoutumance rapide, comme ça je suis tranquille. Je me dis, c'est peut-être pas celui-là, et en plus je lui fais l'accoutumance, donc je vais m'en sortir très, très facilement. Et en 3 heures, je suis à la dose thérapeutique. Donc c'est rapide. Voilà, je suis au bout de ma vie. Il n'y a plus de questions, mais là, vous avez vraiment... bien, là. Ouais, c'est bien, c'est super. On est à 2 minutes de la fin. Un dernier mot, Valérie, où tout a été abordé, peut-être un dernier message pour les chirurgiens. C'est plutôt agréable d'avoir les deux pour une fois sur ce L'allergie à la bétadine, ça n'existe pas, sauf si on est allergique à la bétadine. Ça, c'est quand même le message qu'il faut entendre. La chlorhexidine, c'est pas aussi anodin que ça, et c'est aussi très allergisant. On peut prendre le temps d'explorer correctement nos patients pour être sûr qu'on peut leur donner des antibiotiques adaptés. Et les fausses allergies, attention à la perte de chance, notamment en termes d'antibioprophylaxie. Oui, donc explorer. Explorer nos patients correctement. Et là, c'est les médecins généralistes qu'il faut qu'on touche, parce que c'est en médecine de ville, en ambulatoire, que les choses vont se passer. Il faut qu'on touche ce public-là aussi. Brancher TV... une session médecine générale. Oui, effectivement. D'ailleurs, Brancher assure les médecins généralistes aussi. Donc, pourquoi pas. En tout cas, explorer, ce sera le mot de la fin. Merci à tous de nous avoir suivis ce soir. Merci, professeur Michel Mertès. Merci, docteur Valérie Dumaine. Vraiment, c'était super ce live. Un grand merci évidemment au docteur Patrick Georgiavordios, qui est le directeur médical de Brancher, le président d'Aspro. On se retrouve jeudi prochain, comme toujours, et cette fois, c'est une session pour les jeunes gynéco-obstétriciens de l'AGOF, avec lesquels nous sommes partenaires. Et on reviendra sur un accouchement qui s'est mal passé, un cas clinique avec maître Georges Laccueil. Voilà, merci à tous,
Très belle soirée, à bientôt.